Bonjour, nous allons voir dans le cadre du cours de mécanique des sols 2 le chapitre ouvrage de soutènement. Alors, dans cette vidéo-là, nous allons dans une première partie voir les états d'équilibre dans le sol et en particulier les équilibres limites. Le sommaire du chapitre est comme suit. Donc, dans l'introduction, nous allons voir quelques généralités sur les ouvrages de soutènement, leur type, et par la suite, nous allons introduire les états d'équilibre dans le sol, l'objectif de la première partie. Alors, on va définir ce qu'on appelle l'état des terres au repos, les états de poussée et de butée, et parler ensuite des théories de Rankine et de Coulomb. Alors, dans une deuxième partie, nous allons détailler les équilibres limites, et en troisième lieu, nous allons parler des murs de soutènement en premier lieu, ensuite les rideaux de pâte blanche, et ensuite les parois moulées en dernière partie, pour finir avec la conclusion. Donc, en guise d'introduction pour les ouvrages de soutènement, on va dire quelle est leur vocation. Leur vocation, c'est de retenir un massif de sol qui, dans des conditions géométriques données et de chargement, ne présente pas une stabilité satisfaisante vis-à-vis d'une rupture, notamment par glissement. C'est l'exemple d'un talus vertical. Un talus vertical ne peut pas être stable pour n'importe quelle hauteur de talus, bien sûr en fonction du sol considéré. Alors, les objectifs du chapitre, c'est en premier lieu de calculer les contraintes exercées par le sol sur l'ouvrage et réciproquement. Et en deuxième lieu, nous allons donner les étapes essentielles du dimensionnement de l'ouvrage pour garantir la stabilité de l'ouvrage. Et pour cela, on va voir qu'on étudie cette étude de stabilité par une méthode spécifique qui dépend du type de l'ouvrage. Alors, si on veut donner un aperçu sur les types d'ouvrages de soutènement, en fonction de leur géométrie, des matériaux qui les constituent et de la méthode d'exécution, donc on distingue notamment dans la pratique courante les murs de soutènement qui peuvent être soit en béton, cas des murs poids, soit en béton armé, soit même des murs en gabion. Alors une deuxième catégorie nettement différente des murs de soutènement, ce sont les rideaux de paille blanche, qui sont en fait des rideaux constitués par des profilés métalliques. Et en troisième lieu, on parle généralement de parois, et il y en a plusieurs types. Les plus connus, les parois moulées, les parois clouées. Il y en a plusieurs types, berlinoises, lutétiennes, etc. Alors, le système qu'on étudie, c'est le système sol-ouvrage de soutènement. Et le dimensionnement de ces ouvrages se fait comme plusieurs applications avec l'hypothèse de déformation plane. C'est-à-dire, nous allons étudier une section de l'ouvrage qui est perpendiculaire à sa longueur, sachant que cette longueur de l'ouvrage est très très grande par rapport aux dimensions de la section qu'on étudie. Alors, ici, nous avons trois illustrations d'ouvrages de soutènement bien différentes. Donc, la photo ici, c'est un mur en béton armé en cours de construction. Il est en train d'être édifié dans un environnement de pente. Et on voit ici le mur en béton armé, où les hauteurs sont donc en phase d'exécution. Ici, on a pratiquement toute la hauteur achevée. Ici, à peu près portion, et là, pas encore. Et en bas, nous avons une semelle. Donc, c'est un mur voile en béton armé. Alors, ici, à droite, nous avons une deuxième catégorie de murs en gabion. Ces ouvrages sont constitués par donc, de cailloux de relativement grande dimension, mais qui sont bien choisis et mis en place de façon à ce que on peut bien sûr retenir le massif derrière, par exemple ici la haute, et la vocation de ce mur est en
illustration, ce qu'on appelle une paroi lutétienne. Donc ici, on voit le massif du sol. Et ici, nous voyons que la constitution, c'est des pieux qui sont mis en place avec un certain espacement. Et le principe, c'est que ces pieux-là, en haut, sont liés par ce qu'on appelle une poutre de couronnement. Et bien sûr, ce système, il assure le soutènement du massif qui est derrière. Alors, maintenant, on va parler des états d'équilibre dans un sol, parce que c'est ce qu'il faut comprendre en premier lieu pour étudier le dimensionnement. Alors, pour les états d'équilibre dans le sol, la donnée essentielle, c'est la possibilité du déplacement horizontal, soit du sol ou de l'ouvrage, et de l'ouvrage. Alors, il y a un état de référence, c'est lorsque le sol ne se déplace pas horizontalement, c'est ce qu'on appelle l'état des terres au repos. C'est par exemple l'équilibre quasi statique d'un massif, c'est-à-dire qui ne subit aucun déplacement. Alors que dans un deuxième cas, le massif du sol peut se déplacer, en particulier le déplacement horizontal, il va être non nul, c'est-à-dire il va être positif ou négatif, ça dépend du sens que l'on considère. Alors, maintenant, partons de ce fait, nous allons introduire le premier état des terres au repos en guise d'état de référence. Donc, d'après le cours de la mécanique des milieux continus appliqué au sol, et après le calcul des contraintes dues à la pesanteur, nous avons dit que sur une facette horizontale s'exerce la contrainte sigma V égale gamma fois Z, et sur une facette horizontale s'exerce une contrainte horizontale. Et le résultat qui a été obtenu, si on écrit en ce point le déplacement horizontal, bien sûr, qui correspond à une déformation horizontale du sol, on montre facilement que la contrainte horizontale sur la facette verticale est donnée par nu sur 1 moins nu fois la contrainte verticale. Pour la valeur courante nu 1 tiers, souvent considérée pour les sols, on a une approximation sigma h 0,5 sigma v, c'est-à-dire sigma h est inférieur à sigma v. Alors maintenant, nous allons faire une illustration. Donc, lorsqu'on dit le déplacement horizontal est nul, dans cette phase-là, la contrainte horizontale sur un parement vertical est égale à sigma h, K0 sigma v. Donc, on écrit maintenant K0, ce qu'on appelle ce K0 le coefficient de pression des terres au repos. Et là, nous avons une illustration, on va dire, bien choisie. Donc, nous avons ici une grande fouille en cours d'exécution sur un projet. Et on voit que dans la partie supérieure, ici la partie gauche de la fouille, et là la partie droite, on utilise ces éléments rigides, qui sont ici des tubes métalliques, tout à fait rigides, pour empêcher le déplacement horizontal, notamment dans la partie supérieure du talus. Donc, lorsqu'on dit nous avons un déplacement horizontal nul, ça veut dire qu'il ne faut pas laisser la possibilité du massif de se déplacer, et les boutons sont les éléments qui permettent de réaliser cette condition delta H égale 0. Et on précise que K0, c'est un coefficient défini en termes de contrainte effective, c'est-à-dire en présence de la nappe, on doit considérer les contraintes effectives pour introduire K0. Cependant, pour déterminer K0, on réalise un essai triaxial consolidé drainé. Dans cet essai-là, on n'atteint pas la rupture, mais on fait subir donc l'augmentation de la contrainte verticale qui elle-même va engendrer un déplacement horizontal, et nous allons annuler le déplacement horizontal en augmentant la contrainte sigma h au cours de l'essai triaxial. Mais ceci, on insiste, sans que la rupture soit atteinte. Donc K0 va être calculé à partir des contraintes exercées sur l'échantillon du sol, sigma V, sigma h sur sigma V. Alors K0 peut être déterminé à partir de corrélations,
établie. Par exemple, cette corrélation elle est très connue pour les sables, on appelle la corrélation de Jackie, K0, 1 moins sinus phi. On peut toutefois utiliser cette corrélation-là. Mais en général, pour K0, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour les sols intermédiaires, K0 est proche de 0,5. Pour les seuls mots, donc ça veut dire une grande quantité d'eau dans le sol, la valeur théorique tend vers 1. C'est la pression isotrope dans l'eau. Alors qu'il faut bien mentionner que dans les roches, K0 est au contraire, il est supérieur à 1. Alors maintenant, nous allons parler des états d'équilibre limite. Donc, les états d'équilibre limite qu'on présente ici, c'est dans le cadre de la théorie de Rankine. Alors, cette théorie, elle étudie les états de contrainte en un point, en supposant, en présence de l'ouvrage, que les états de contrainte restent identiques à ceux qui existent dans le sol sans la présence de l'ouvrage de soutènement. C'est-à-dire, si nous avons un massif à surface horizontale, et on a un ouvrage de soutènement dans ce massif, on continue à supposer que la contrainte verticale s'exerce sur la facette horizontale et le soutènement qui a un parement horizontal s'y exerce une contrainte horizontale. Donc, ici, il faut dire que on part de l'état de référence qu'on a déjà introduit, c'est-à-dire les terres au repos. Et c'est pour cela, ici, vous voyez, dans le cas du massif à surface horizontale, donc le massif à surface horizontale, mais avec une seule partie à droite qui est le sol. Quand est-ce que je peux dire que ce sol est au repos? Lorsqu'en premier lieu, le déplacement horizontal est égal à 0 sur cet écran rigide. Mais comment je réalise cette condition-là? Nous avons dit lorsqu'en tout point de cet écran rigide, nous allons appliquer une répartition de contraintes qui correspond à K0. C'est-à-dire, l'état de référence, c'est que sur la facette verticale, on a la contrainte K0 sigma V. Et ceci correspond à delta H au point M quelconque est égal à 0. Alors, maintenant, le premier état d'équilibre limite qu'on va introduire s'appelle l'état de butée. Alors, ceci, comment peut-il se produire? Lorsqu'on fait déplacer l'écran rigide vers le sol, c'est-à-dire, on peut dire l'équilibre de butée est réalisé lorsque l'ouvrage se déplace vers le sol. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer sur la facette verticale? Sur la facette verticale, la contrainte horizontale va augmenter. C'est l'équivalent d'une compression. Mais on va faire cet essai-là jusqu'à mobiliser la résistance maximale du sol, c'est-à-dire jusqu'à atteindre la rupture. Donc, dans cette configuration, en un point donné, la contrainte verticale, elle reste constante, en un point M qui s'exerce sur la facette horizontale, mais la contrainte horizontale va augmenter à partir de la valeur sigma V K0 jusqu'à atteindre une valeur dite sigma H butée, et elle est égale à ce qu'on appelle le coefficient de butée fois sigma V. Donc voilà, le premier état d'équilibre limite qu'on précise, l'ouvrage se déplace vers le sol, ceci correspond à la butée. Alors maintenant, nous allons parler de l'état, d'une certaine manière, qui lui est opposé, c'est-à-dire l'écran, il occupe la position delta H égale 0, mais cet écran-là va subir plutôt le déplacement du sol qui est à droite, c'est-à-dire nous allons avoir le déplacement du sol vers l'ouvrage, vers l'écran. Mais ceci va, on peut dire, engendrer une variation opposée. Tout à l'heure, pour la butée, la contrainte sigma h augmentait, mais pour la poussée, plutôt sigma h va diminuer. C'est-à-dire que lorsque le sol se déplace vers l'ouvrage, sigma h va diminuer, mais elle va diminuer jusqu'à une valeur, on va dire, extrême, qu'on appelle sigma h indice P poussé, qui est égal au coefficient de poussée Kp fois sigma V. Donc, c'est un équilibre limite dit actif, contrairement à celui de la butée qui est dit passif, parce que le sol subit l'action de l'ouvrage. Alors, ici, nous avons une illustration qui est la plus courante,
ici, on voit un mur de soutènement de hauteur à peu près 1,3 mètres. Ce mur qui est là, il s'arrête ici, mais vous voyez qu'il retient un massif de sol à surface inclinée sur lequel il y a une végétation relativement intense. Alors, vu de côté, nous voyons ici cette fissure. Alors, cette fissure, comment elle a été, on va dire, produite? C'est par mouvement du massif incliné de ce côté-là vers le sol. Donc, ça veut dire, d'une certaine manière, on est arrivé jusqu'à ici, la résistance, on va dire, du béton armé, elle a cédé. Et la fissure qui se produit au fur et à mesure des années montre bien le résultat du mouvement du sol vers le mur. Alors, maintenant, sachant que nous avons ces trois états de contrainte, les terres au repos, la poussée et la butée, nous allons tracer ces états de contrainte dans le plan de Moore de sigma. Alors, pour le premier état, nous avons insisté sur le fait que la contrainte verticale qui vaut toujours gamma h, elle correspond à cette contrainte, on va dire, la valeur sur une facette horizontale. Alors, si nous sommes dans le cas des terres au repos, la contrainte horizontale est égale à K0 sigma gamma h, et elle est inférieure. Mais le cercle, il est loin de la droite ou courbe intrinsèque du sol. Alors, la butée, cette valeur K0 sigma gamma h, plutôt, elle va augmenter. Alors, théoriquement, cette contrainte sigma v correspondant, elle va augmenter, et théoriquement, elle ne peut pas dépasser cette valeur que nous avons appelée sigma h butée. De la même manière, lorsqu'on a la poussée, la contrainte verticale, elle est toujours constante au même point, mais la contrainte horizontale va diminuer par rapport à cette valeur. Et on voit que, théoriquement, elle correspond à ce cercle de Moore de la poussée qui nous permet de calculer la contrainte horizontale de poussée. Donc, pour résumer, la différence est comme suit. L'état des terres au repos, c'est l'état d'équilibre très loin de la rupture. Donc, le cercle de Moore ne peut pas atteindre ou toucher la courbe intrinsèque, qui correspond à la résistance au cisaillement maximal du sol. Alors que les états de contrainte, les cercles de Moore correspondant de la butée et de la poussée, doivent être au plus tangents à cette courbe intrinsèque. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un point dans le sol où la rupture se produit, et ceci se concrétise par le fait que ce point il appartient à la fois à la courbe intrinsèque et au cercle de Moore. Mais il faut remarquer quelque chose de bien important pour faire la différence entre les terres au repos et la poussée. Nous voyons que s'il n'y a pas de déplacement horizontal dans le sol, la contrainte horizontale qui correspond à K0, elle est supérieure à la contrainte de poussée. Et ceci, c'est une remarque importante parce que ceux qui oublient l'état des terres au repos, ils considèrent toujours l'état de poussée, mais l'état de poussée, on peut dire du point de vue dimensionnement, c'est comme si on sous-dimensionne parce qu'on sous-estime la valeur de la contrainte horizontale qui devrait être égale à K0 gamma h, qui est bien supérieur à sigma h poussée. Donc, pour l'étude de la poussée et de la butée, donc les buts recherchés sont bien sûr le calcul de la contrainte en tout point de l'ouvrage de soutènement et par suite les forces qui s'exercent et également les directions des plans de rupture. Alors sur cette figure, on peut dire intéressante, pour les trois états qu'on a introduits, on a les valeurs du coefficient K correspondant. Cet axe-là, il correspond aux trois valeurs du coefficient introduit, mais ceci en fonction du déplacement. Si le déplacement de l'ouvrage, disons du mur, est égal à 0, nous avons la valeur K0. Si le déplacement il est non nul, mais on a un déplacement du sol vers l'ouvrage, on est dans le cas de la poussée. On voit que le coefficient de poussée il est inférieur à K0, mais chose intéressante, le déplacement nécessaire pour produire la poussée, il n'est pas très grand. Il est de l'ordre du millième de la hauteur de l'ouvrage. Ceci, bien sûr, c'est à partir de résultats sur modèle. Alors que pour obtenir la butée, contrairement, le déplacement pour provoquer la rupture par butée, il est très grand par
rapport à celui de la poussée, il serait de l'ordre de 10 fois. C'est-à-dire, nous devons avoir à peu près h sur 100 comme déplacement de l'ouvrage vers le sol pour produire la butée. Donc, dans la deuxième partie, nous allons détailler les équilibres fluidiques dans le sol dans le cadre d'une prochaine vidéo. Merci pour votre intérêt.